Le 14 août 2005, le vol Helios 522 décolle de Larnaca à Chypre, à destination de Prague, avec une escale prévue à Athènes. À bord, 115 passagers et 6 membres d'équipage. Le décollage a lieu à 9h04, mais à 9h20, l'avion cesse de répondre aux communications radio. Pendant près de 3 heures, il reste silencieux dans le ciel avant de s'écraser tragiquement à 12h04 sur la colline de Grammatiko en Grèce. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail ce qui s'est réellement passé au cours de ces terribles heures. Helios Airways prépare son vol régulier 522. À bord, 115 passagers et 6 membres d'équipage. Le Boeing, un 737-300, un avion fiable avec des années de service, doit effectuer une escale à Athènes avant de poursuivre vers Prague. Helios Airways, fondée en 1998 à Chypre, était une petite compagnie aérienne, opérant principalement des vols à bas coût entre Chypre et diverses destinations européennes. Helios Airways visait à répondre à la demande croissante des vols économiques pour les voyageurs d'affaires et les touristes. Ces itinéraires couvraient des destinations populaires, telles que Londres, Paris, Athènes et Prague. La flotte de la compagnie était principalement composée de Boeing 737, réputés pour leur fiabilité dans le transport à moyen courrier. Malgré ses ambitions, la compagnie a été critiquée pour ses pratiques de maintenance. Plusieurs rapports d'incidents mineurs avaient été révélés dans les mois précédant l'accident. Ces avertissements n'ont malheureusement pas été pris au sérieux. Le modèle 737-300, utilisé pour le vol Helios 522, était un avion moderne, livré le 26 avril 1998 à Germania, qu'il a ensuite vendu à Helios en janvier 2001. Cependant, plusieurs problèmes techniques avaient déjà été signalés avant ce jour fatidique. Helios, comme de nombreuses compagnies low-cost, devait jongler avec la nécessité de maintenir des coûts réduits tout en garantissant la sécurité. Le capitaine Hans-Jürgen Merten, un Allemand de 58 ans, avec plus de 16 900 heures de vol à son actif, dont 5 500 sur Boeing 737, est aux commandes. Le capitaine est très expérimenté. Avant de passer à l'aviation civile, Hans-Jürgen Merten avait débuté sa carrière comme pilote militaire. Après sa carrière dans l'armée, il s'était orienté vers le secteur civil, principalement avec des compagnies charter. Bien que certains copilotes aient décrit son comportement comme rigide et strict sur les procédures, d'autres ne rencontrèrent aucun problème avec lui. Son copilote, Panagiotis Protopapas, 51 ans, avec 7549 heures de vol, dont 3991 sur Boeing 737. Protopapas avait lui aussi une grande expérience, bien que ses dossiers de formation mentionnent quelques écarts dans les suivis des procédures. Le matin du drame, les deux pilotes préparent leur vol et lisent les rapports sur l'avion. Malgré un léger problème technique noté la veille, rien ne semble anormal. À 9h04, le vol décolle de l'aéroport de Larnaca. Tout semble normal, l'avion monte progressivement en altitude. Quelques minutes après le décollage, à 9h12 et 38 secondes, une alarme retentit dans le cockpit. Les pilotes sont déconcertés, car cette alarme est normalement programmée pour se déclencher au sol et signaler une configuration incorrecte de l'avion pour le décollage. Pourtant, l'appareil est déjà à 12 000 pieds, ce qui rend cette alerte incompréhensible. À 9h14 et 11 secondes, les pilotes contactent alors le centre opérationnel de la compagnie à Chypre pour obtenir de l'aide afin d'identifier le problème. Cependant, en raison du fort accent allemand du commandant de bord, les personnes au sol ont des difficultés à comprendre la situation. À 9h14 et 30 secondes, une nouvelle alarme, la Master Caution s'active, indiquant un problème nécessitant une intervention immédiate. À 9h20 et 21 secondes, l'avion cesse de répondre aux communications des contrôleurs aériens, laissant ceux-ci sans aucune information sur ce qui se passe à bord. Les contrôleurs tentent de contacter l'appareil à plusieurs reprises, mais n'obtiennent aucune réponse.
L'avion continue de voler droit en direction d'Athènes. À 9h23 et 32 secondes, l'avion arrive à son altitude de croisière, soit 34 000 pieds. Pendant près de 3 heures, le vol Hélios 522 traverse silencieusement le ciel grec, en se maintenant en circuit d'attente car les pilotes n'ont pas programmé la descente. À 11h23, le contrôle aérien grec, inquiet de l'absence de réponse, envoie 2 chasseurs F-16 pour intercepter l'appareil. À leur arrivée, les pilotes des F-16 découvrent une scène terrifiante. À bord, les passagers et l'équipage sont soit inconscients, soit décédés, avec les masques à oxygène déployés. Dans le cockpit, le copilote est évanoui et le commandant de bord est absent. Cependant, l'un des pilotes des F-16 aperçoit soudain un mouvement. Andreas Prodromou, un steward de 25 ans, prend place dans le cockpit pour tenter de sauver l'avion. Ce jour-là, il ne devait pas travailler, mais il avait remplacé un ami pour passer plus de temps avec sa petite amie, elle-même hôtesse de l'air, sur ce vol. Pilote amateur certifié, Prodromou rêvait de devenir un commandant de bord. Il essaie désespérément de reprendre le contrôle de l'appareil, mais il est malheureusement déjà trop tard. Les réserves de carburant s'épuisent. À 11h49 et 50 secondes, le moteur numéro 1 du Boeing 737 tombe en panne et l'avion commence un léger virage sur la gauche. Quelques minutes plus tard, à 11h59 et 47 secondes, le moteur numéro 2 s'éteint. L'avion se rapproche inexorablement du sol. À midi 3 et 32 secondes, l'avion s'écrase dans les collines de Grammatiko au nord d'Athènes. Les 121 personnes à bord périssent dans l'accident. Κάνω τα σήματα αναχέτησης, δεν ανταποκρίνεται, με οπτικό σήμα διαχειρός έδειξε ότι με βλέπει. Αλήθεια. Συνεχίζει τα περάστα 7.000 το αεροσκάφος. Ποστών αρνητικών στα 5.000 πόδια με πορεία 2.18. Το αεροσκάφος είναι στα 2.500 πόδια, πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά. Πάμε 132, πόσο είναι? Altitude. Altitude. Μάμπο, αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος δείχνει ότι πάει για το έδαφος. Altitude. Τύχη Μάμπο, το αεροσκάφος πάει προς το έδαφος. Ελήφθη. Πρόκειται για τα κατομάμο. Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή πάει για το έδαφος. Altitude. 100, 1-3, μέσα 23 μίλια. Με 23. Altitude. Mayday, Μάμπο, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday. Ελήφθη. Σας αναφέρω συντεταγμένες, Μάμπο. Αναφέρετε μου συντεταγμένες. Έχει προσκρούσει σε κορφή βονού. Mayday. Ελήφθη, αναμένετε συντεταγμένες. L'enquête qui suivra mettra en lumière une série de défaillances humaines et techniques, mais le sort tragique de ces passagers ne pourra jamais être changé. Les autopsies réalisées sur les victimes ont révélé que toutes les personnes à bord étaient encore en vie au moment de l'impact. Les enregistrements du CVR montrent qu'à 11h49, Andreas Prodromou attendait d'envoyer un message de détresse Mayday. Cependant, aucun contrôle aérien ne l'a entendu, car sa radio était réglée sur la fréquence de l'aéroport de Larnaca à Chypre, et non sur celle de l'espace aérien d'Athènes, où l'avion évoluait à ce moment. Bank angle, bank angle, bank angle, bank angle. Bank angle, bank angle. Traffic.
Lors de l'analyse de l'historique de l'avion, les enquêteurs ont découvert qu'il avait subi une dépressurisation rapide moins d'1 an avant l'accident, lors d'un vol vers Varsovie. À cette occasion, l'équipage avait effectué une descente d'urgence jusqu'à 10 000 pieds, une altitude où l'air est respirable, et l'avion avait pu atterrir sans encombre à Athènes. La pressurisation est un élément vital à bord de tout avion de ligne. Quand un avion grimpe à haute altitude, l'air se raréfie. À partir de 10 000 pieds, l'air devient insuffisant pour respirer normalement. Maintenant, imaginez, à 34 000 pieds, là où volent la majorité des avions commerciaux. Sans un système de pressurisation, la situation deviendrait rapidement critique. Le Boeing 737, comme tous les avions modernes, utilise un système de pressurisation ingénieux. L'air comprimé provenant des moteurs, ce qu'on appelle le bleed air, est dirigé vers l'intérieur de l'avion. Cet air est prélevé sous haute température et pression, refroidi par un échangeur thermique, puis injecté dans la cabine. Ce processus maintient une pression atmosphérique stable, indispensable pour la survie des passagers et de l'équipage. Grâce à un ensemble de capteurs sophistiqués, la pression de l'air dans la cabine est constamment régulée en temps réel. À 35 000 pieds d'altitude, l'altitude de la cabine est maintenue entre 6 000 et 8 000 pieds, un niveau où les passagers peuvent respirer sans difficulté. Cependant, il est crucial de ne pas créer une différence de pression trop importante entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Une telle situation pourrait entraîner des dommages structurels graves pour l'appareil. Le Boeing 737 est conçu avec plusieurs niveaux de sécurité. Le système de pressurisation peut fonctionner de 3 façons: automatique, manuel et stand-by. En mode automatique, tout est géré sans intervention humaine. Le système ajuste la pression selon les phases de vol, la montée, la croisière et la descente. En mode manuel, le pilote prend les commandes. Il régule directement la valve de sortie via un interrupteur. Ce mode est activé en cas de panne du système automatique. Et enfin, en mode stand-by. Une option de secours permet de conserver le contrôle si les autres modes échouent. Mais que se passe-t-il si la pression échoue? Une situation rare, mais qui peut rapidement virer au drame. Si la pression tombe sous un niveau critique, le système déploie automatiquement les masques à oxygène. Ces masques fournissent environ 12 minutes d'oxygène aux passagers. 12 minutes cruciales pendant lesquelles l'avion doit rapidement descendre à une altitude plus sûre, autour des 10 000 pieds. Ces 12 minutes, c'est tout ce qui sépare une situation d'urgence d'un désastre total. L'équipage doit agir vite, très vite, et chaque seconde compte. La veille de l'accident, l'avion présentait un problème avec sa porte arrière. Durant la nuit, un technicien avait effectué une maintenance sur le panneau de pressurisation P5. Après les tests, les techniciens déclarent n'avoir trouvé aucune fuite et affirment avoir rétabli la configuration du cockpit telle qu'elle était avant la maintenance, c'est-à-dire avec le sélecteur de pressurisation remis en mode automatique. Le panneau P5 a été retrouvé parmi les débris et l'interrupteur était positionné sur manuel. Lorsqu'un avion prend de l'altitude, si l'interrupteur de pressurisation est réglé sur auto, le système gère automatiquement la pression. En revanche, si l'interrupteur est en mode manuel, c'est au pilote de régler la pressurisation manuellement. Et les pilotes effectuent des checklists à chaque phase du vol. Mais à Larnaca, ils n'ont pas remarqué que l'interrupteur était en position manuelle malgré un voyant vert qui aurait dû attirer leur attention. Au fur et à mesure que l'avion montait, l'air respirable s'échappait progressivement de la cabine, réduisant la quantité d'oxygène disponible. Cela a provoqué une hypoxie qui a lentement plongé les passagers dans l'inconscience. Les masques à oxygène se sont déployés en cabine, mais pas dans le cockpit, car ils ne sont pas programmés pour se déployer automatiquement à cet endroit. L'alarme qui retentit est celle du système de pressurisation, avertissant les pilotes que la cabine n'est pas correctement pressurisée. Cependant, ils la confondent avec l'alarme de configuration de décollage qui émet des sons identiques. Cette confusion s'avérera fatale. Dans une situation normale, face à un avertissement d'altitude cabine, la procédure standard est claire. Les pilotes doivent immédiatement mettre leur masque à oxygène pour éviter l'hypoxie, établir une communication avec l'équipage, puis traiter le problème. Mais ici, l'équipage fait une erreur cruciale. Au lieu de suivre la procédure, ils prennent le temps d'essayer de comprendre ce qu'ils pensent être une fausse alarme. Plus tard, lorsque les masques à oxygène se déploient dans la cabine et que la Master Caution s'active, un signal pouvant indiquer divers problèmes, tels que la surchauffe de certains systèmes ou le déploiement des masques. Les pilotes, une fois encore, interprètent mal ce signal, ratant ainsi une nouvelle occasion de réagir à temps.
À 34 000 pieds, l'hypoxie commence à toucher l'équipage. L'hypoxie, due à un manque d'oxygène, provoque la confusion et la désorientation, rendant les personnes incapables de prendre des décisions claires. Privé d'oxygène, l'équipage devient peu à peu incapable de résoudre la situation. À ce moment-là, une simple descente d'altitude ou un ajustement de la pressurisation aurait suffi à éviter le drame. Mais affectés par l'hypoxie, les membres de l'équipage perdent progressivement connaissance. L'enquête a révélé que l'accident aurait pu être évité si les checklists avaient été correctement suivies et si l'équipage avait correctement identifié les alarmes de pressurisation. Le système laissé en mode manuel par erreur a privé tout le monde à bord d'oxygène. La mauvaise interprétation des alarmes et l'absence de formation adéquate ont été des facteurs clés dans cette tragédie. L'accident du vol Helios 522 a conduit à une révision des protocoles de sécurité aérienne, notamment en renforçant la formation des équipages sur la gestion des systèmes de pressurisation et la reconnaissance des symptômes d'hypoxie. De plus, les systèmes d'alarme des cockpits ont été améliorés afin de réduire toute confusion. Après cette catastrophe, Helios Airways a fait face à une immense pression et a finalement cessé ses opérations en 2006. L'histoire d'Helios Airways est celle d'une petite compagnie ambitieuse mais qui n'a pas su garantir la sécurité de ses passagers, menant à l'une des plus grandes tragédies aériennes de notre temps. Pour les familles des victimes, cette tragédie restera gravée dans leur mémoire à jamais. Malgré les améliorations de la sécurité aérienne, leur douleur ne pourra jamais être atténuée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses. Et si de votre côté la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à partager. À la semaine prochaine.